Le soleil ne s'était pas encore levé sur Ouagadougou lorsque la nouvelle fit le tour du monde. Dans les rédactions occidentales, dans les chancelleries diplomatiques et jusque dans les couloirs de Washington, un seul nom résonnait avec insistance, Ibrahim Traoré. La veille, le président du Burkina Faso avait brisé le silence en tenant un discours qui secoua l'ordre établi. Devant une foule compacte, habile de son éternelle tenue militaire, il avait lu une simple lettre, celle d'une jeune femme déportée des États-Unis, et avait transformé ce témoignage personnel en un manifeste politique. Les caméras avaient tout capté, la main levée, la voix grave, la déclaration qui fiait les traducteurs simultanés. L'Afrique n'est pas votre dépotoir. Une phrase courte et tranchante qui traverse les océans comme un coup de tonnerre. En quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasseront, des milliers de jeunes Africains posteront des messages de soutien, l'encontre des hashtags qui deviendront viraux, mais dans les cercles du pouvoir américain, on parlait de provocation, de populisme dangereux, voire d'appel à la rébellion contre l'ordre international. Dans les rues de Ouagadougou, certains célébraient un héros, d'autres craignaient une tempête, car le geste de Traoré ne relevait pas seulement de l'émotion, en promettant d'accueillir les déportés africains rejetés par l'Amérique, en leur offrant terres, outils et dignité, il posait un défi direct à la logique néocoloniale, il refusait l'aide internationale, rejetait les prêts du FMI et affirmait que l'Afrique devait se tenir debout par la force de son peuple. Une vision qui fascinait les uns, mais qui inquiétait les autres. Et Washington, le département d'État réagit aussitôt, parlant de conséquences diplomatiques et insinuant que le Burkina Faso risquait l'isolement. À Paris, les analystes des plateaux télé accusaient Traoré de jouer avec le feu et de manipuler l'opinion africaine pour asseoir sa souveraineté. Mais sur le continent, les voix s'élevaient différemment. À Bamako, Dakar ou Accra, des mouvements de jeunesse voyaient en lui l'écho d'une renaissance, l'espoir d'une Afrique qui n'éploie plus. La polémique n'était pas seulement politique, elle était existentielle, car derrière quelques lettres tenues en main par Traoré se cachait une réalité douloureuse. Des milliers d'Africains, nés ou élevés en Occident, étant brutalement expulsés, arrachés à leur vie, rejetés comme des fardeaux indésirables, et pour la première fois, un chef d'État ne se contentait pas de protester, il agissait. Ce matin-là, alors que la poussière rouge se levait sur Ouagadougou, une certitude s'imposait, rien ne sera plus jamais comme avant. Le Burkina Faso, petite pays enclave, venait d'entrer au cœur du débat mondial et Ibrahim Traoré, si capitaine devenu président, s'imposait désormais comme la voix d'une Afrique souveraine prête à défier l'Amérique et à réécrire son destin. Le lendemain de cette déclaration audacieuse, un roulement de tonnerre invisible secoua Bouaké, Bamako, Chicago et même les salons foutrés de Washington. Une fuite numérique, la lettre d'Amina, d'abord privée, puis exposée au grand jour, éclata sur la toile. Son nom, son visage, ses mots, ils m'ont tout pris, je suis une étrangère dans mon propre pays, se mirant à résonner dans les stimulins de millions d'inconnus. Si n'était plus une lettre, c'était une bombe. À Ouagadougou, les téléphones ne s'arrêtaient plus de vibrer, les réseaux sociaux crachaient des insultes haineuses, des menaces anonymes, certaines publications dévoilant son dernier hôtel connu à Bamako. Traoré, si capitaine devenu symbole africain, perdit l'habitude de froncer autant son front que ces matins-là dans la pénombre du palais. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un discours, mais d'un choix moral, protéger une vie, à préserver sa propre réputation, une mission clandestine fut activée. Sous couverture, la capitaine Mariam Sou et son équipe franchiront la frontière, bon silencieux à travers les checkpoints, pour arracher Amina à son cauchemar. Chaque kilomètre parcouru était un cri silencieux à la dignité humaine. Dernière, poste à Bamako, un hôtel exigu, Amina recroquevillait le regard hagard, et soudain, elle était là, dans un avion discret en route vers Ouaga. Lorsqu'elle débarqua enfin, le président Ibrahim Traoré se tenait, impassible sur le tarmac, les projecteurs des caméras capturaient un échange muet,
Elle est tremblante, luttante contre la pure Louis stoïque, les épaules larges comme un bouclier. Vous êtes en sécurité maintenant, souffla-t-il, si simple murmure résonne plus fort que n'importe quelle tribune mondiale. Ainsi, la lettre qui aurait dû rester en secret devant le moment de vérité, elle révéla que, parfois, la politique radicale exigeait un geste radical et qu'un seul acte d'humanité, sous le regard du monde entier, pourrait définir une ère. Dans les couloirs sombres du palais de Koulouba, le silence semblait peser plus lourd que les murs eux-mêmes. Ibrahim Traoré savait que l'atterrissage d'Amina sur le sol burkinabé n'était pas un simple acte humanitaire. C'était une gifle ouverte au visage des grandes puissances. Les messages cryptés affluent. Sommations voilées de Washington, appels amicaux de Bruxelles, menaces à peine déguisées de Paris. Les chancelleries n'acceptaient pas qu'un capitaine africain, à peine trentenaire, ose défier la mécanique bien huilée de l'expulsion internationale, mais le danger ne venait pas seulement de l'extérieur. Dans les quartiers de Ouagadougou, certains anciens généraux murmurant que Traoré jouait avec le feu, qu'ils mettent le paix en péril en abritant d'une réfugiée devenue symbole médiatique. Des tracts anonymes circulaient, accusant le président de manipuler la souffrance d'Amina pour renforcer son culte personnel. Même au sein de son propre conseil, des regards pesants trahissaient le doute et pourtant, dans la rue, la jeunesse vibrait, des milliers de Burkinabés reprenaient le slogan « Nous sommes tous Amina », un mouvement spontané, imprévisible, où les étudiants brandissaient des pancartes contre l'ingérence occidentale, tandis que des mères en larmes comparaient leur propre exil intérieur à celui de cette femme revenue d'Amérique. Traoré était pris en étau, d'un côté, une pression internationale asphyxiante, sanctions économiques en préparation, menaces de guerre humanitaire. De l'autre, un peuple exalté, prêt à voir dans ses gestes un nouveau chapitre de l'indépendance africaine. La moindre hésitation pouvait tout faire basculer. Dans la nuit, seul devant une lampe faiblement allumée, le président griffonne quelques mots sur un carnet. Si je reculais, ils gagnent. Si j'avançais, je risquais tout. Le choix n'était plus seulement politique. Qu'était un acte existentiel, un pari sur l'avenir du continent. Ainsi, au cœur de cette tempête, la silhouette d'Ibrahim Traoré se dessinait plus nette que jamais. Celle d'un homme prêt à sacrifier sa tranquillité et peut-être son pouvoir pour transformer une lettre d'exil en manifeste panafricain. La grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies brillait de 1000 projecteurs. Sous les drapeaux suspendus, les visages fermés des diplomates occidentaux se tournaient vers le pupitre central. Ibrahim Traoré monta lentement les marches, la démarche fermée, les regards tranchants. Derrière lui, l'ombre d'Amina planait comme un fantôme collectif, une femme brisée par l'exil, devenue symbole planétaire. Le président américain venait de terminer son discours, accusant certains régimes africains de transformer la douleur des migrants en instrument de propagande. Les applaudissements polis résonnaient encore quand le micro fut allumé pour Traoré. La tension était palpable. On pouvait presque entendre les cœurs battre. Il commence d'une voix grave et sans notes préparées. On m'accuse de manipuler une femme, de détourner un drame humain à des fins politiques. Mais je vous le dis ici, devant le monde entier, c'est vous qui manipulez nos peuples depuis des décennies. Vous expulsez nos enfants après avoir exploité nos terres, vous fermez vos frontières après avoir ouvert nos veines, et maintenant vous voulez que nous taissions? Non. Un murmure parcourut la salle. Certains diplomates quitteront ostensiblement leur siège vexés. D'autres, venus d'Amérique latine et d'Asie, esquisseront un sourire complice. Le discours prenait des allures d'insurrection verbale, puis il frappa plus fort encore. Le Burkina Faso n'a pas accueilli Amina pour défier l'Occident. Nous l'avons accueilli parce que sa dignité est la nôtre, parce qu'un seul acte d'humanité vaut plus que 1000 accords commerciaux. Et si ce geste vous scandalise, c'est que votre scandale n'est pas avec moi, mais avec votre propre conscience. Un silence de plomb s'installe. Puis du fond de la salle, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les délégations africaines, suivies par quelques voix isolées du sud global, s'élèveront. Le contraste était saisissant.
D'un côté, des visages crispés par la colère diplomatique, de l'autre, des poings levés, des sourires libres. Ces jours-là, le monde assiste à un basculement. L'affaire d'une simple lettre privée, celle d'Amina, s'était transformée en processus politique du système mondial, et Ibrahim Traoré, si capitaine sorti de l'ombre, devenait aux yeux de millions son tribun du Sud, prêt à affronter les géants sans tremble. À peine le discours de Traoré avait-il raison dans la salle de l'ONU que les téléphones s'affoleront dans les coulisses diplomatiques. Washington, Bruxelles et Paris activeront en silence une mécanique bien huilée, celle de la punition. Les mots qu'ils venaient de lancer, des mots de vérité pour certains, de provocation pour d'autres, étaient déjà perçus comme une déclaration de guerre politique. Les premières représailles tomberont en cascade. Le lendemain, les États-Unis annonceront des sanctions économiques ciblées, gel d'avoirs, restrictions financières, interdiction d'exporter certains produits technologiques vers le Burkina Faso. L'Union européenne suivit presque aussitôt sous prétexte de dérives autoritaires et de manipulations migratoires. Les journaux occidentaux, à l'unisson, publieront des unes rageuses, le capitaine défiant, l'apprenti dictateur du Sahel, Burkina Faso, la démocratie confisquée. Mais le coup le plus violent ne vient pas des chancelleries, mais des écrans. Une véritable guerre médiatique se déclenche. Des vidéos trafiquées circuleront, montrant prétendument Traoré dans des villas luxueuses à Moscou ou encore entouré de mercenaires russes planifiant des exactions. Des experts invitent sur les plateaux télé répétant sans relâcher les mêmes récits. Traoré n'est pas un héros, c'est une marionnette du Kremlin, un danger pour l'Afrique et pour le monde. À Ouagadougou, l'atmosphère devint électrique. Les marchés s'inquiétant de la hausse brutale des prix, conséquence immédiate des sanctions. Certains murmurant que des officiers mécontents, encouragés discrètement par des puissances étrangères, complotant déjà un renversement. Dans les cafés et les mosquées, le nom d'Amina revenait encore et toujours. Était-ce à cause d'elle que leur pays entrait en confrontation avec l'Occident, ou bien était-ce grâce à elle que la dignité africaine retrouvait enfin une voix? Traoré, lui, choisit la défiance lors d'une allocution radio-télévisée. Il apparut non pas affaibli, mais plus déterminé que jamais. Ils voulaient nous faire plier par la faim, par le mensonge, par la peur, mais ces peuples ont survécu à la sécheresse, aux coups d'État, au terrorisme. Croyez-vous qu'ils cédèrent devant quelques sanctions? Non, nous irons plus loin. Nous produirons si que nous mangeons, nous construirons si que nous utilisons, et nous irons chercher des alliances là où elles respectent notre souveraineté. Le tonnerre d'applaudissements qui suivit dans les rues fit trembler les murs de la capitale. Pourtant, dans l'ombre, les signaux d'alerte s'accumulaient. Des convois suspects ayant été aperçus à la frontière. Des généraux silencieux semblaient hésiter entre fidélité et trahison. La riposte occidentale n'était pas seulement économique ni médiatique, elle était existentielle. Pour la première fois depuis des décennies, une petite pays enclave du Sahel osait défier l'ordre mondial. Et ces défis, l'Occident n'avait pas l'intention de le laisser impuni. À peine le discours de Traoré avait-il résonné dans la salle de l'ONU que les téléphones s'affoleront dans les coulisses diplomatiques. Washington, Bruxelles et Paris activeront en silence une mécanique bien huilée, celle de la punition. Les mots qu'ils venaient de lancer, des mots de vérité pour certains, de provocation pour d'autres, étaient déjà perçus comme une déclaration de guerre politique. Les premières représailles tomberont en cascade. Le lendemain, les États-Unis annonceront des sanctions économiques ciblées, gel d'avoirs, restrictions financières, interdiction d'exporter certains produits technologiques vers le Burkina Faso. L'Union européenne suivit presque aussitôt sous prétexte de dérives autoritaires et de manipulations migratoires. Les journaux occidentaux, à l'unisson, publieront des unes rageuses, le capitaine défiant, l'apprenti dictateur du Sahel, Burkina Faso, la démocratie confisquée, mais le coup le plus violent ne vint pas des chancelleries, mais des écrans. Une véritable guerre médiatique se déclenche, des vidéos trafiquées circuleront, montrant prétendument
Traoré dans des villas luxueuses à Moscou ou encore entouré de mercenaires russes planifiant des exactions. Des experts invitent sur les plateaux télé répétant sans relâche les mêmes récits. Traoré n'est pas un héros, c'est une marionnette du Kremlin, un danger pour l'Afrique et pour le monde. À Ouagadougou, l'atmosphère devint électrique. Les marchés s'inquiétant de la hausse brutale des prix, conséquence immédiate des sanctions. Certains murmuraient que des officiers mécontents, encouragés discrètement par des puissances étrangères, complotaient déjà un renversement dans les cafés et les mosquées. Le nom d'Amina revenait encore et toujours. Était-ce à cause d'elle que leur pays entrait en confrontation avec l'Occident? Ou bien était-ce grâce à elle que la dignité africaine retrouvait enfin une voix? Traoré, lui, choisit la défiance. Lors d'une allocution radio-télévisée, il apparut non pas affaibli, mais plus déterminé que jamais. Ils voulaient nous faire plier par la faim, par les mensonges, par la peur, mais si peuple a survécu à la sécheresse, au coup d'État, au terrorisme, croyez-vous qu'il cédera devant quelques sanctions? Non, nous irons plus loin. Nous produirons si que nous mangeons, nous construirons si que nous utilisons, et nous irons chercher des alliances là où elles respectent notre souveraineté. À le tonnerre d'applaudissements qui suivit dans les rues fit trembler les murs de la capitale. Pourtant, dans l'ombre, les signaux d'alerte s'accumulayant, des convois suspects availlant et apercus à la frontière, des généraux silencieux semblaient hésiter entre fidélité et trahison. La riposte occidentale n'était pas seulement économique ni médiatique, elle était existentielle. Pour la première fois depuis des décennies, un petit pays enclave du Sahel osait défier l'ordre mondial. Et ces défis, l'Occident n'avait pas l'intention de le laisser impuni. Quand les Russes de Ouagadougou vibraient encore des chants de la jeunesse en révolté, les salons diplomatiques s'embrassaient à leur tour. Le Burkina Faso, longtemps ignoré, s'imposait désormais comme le centre d'un ouragan géopolitique. Ce qui avait commencé comme un cri de souveraineté nationale devenait un affrontement planétaire. À Addis Abeba, siège de l'Union africaine, les débats étaient houleux. Certains chefs d'État craignant l'effet domino, dénonçant l'aventurisme dangereux de Traoré, mais d'autres, inspirés par son audace, le considérant comme la voix d'une Afrique trop longtemps réduite au silence. Dans les couloirs, un diplomate sénégalais murmurait « Ces garçons a réussi en quelques mois ce que nos aînés n'ont pas osé faire en 50 ans, obliger le monde à nous écouter. » À Paris, le ton était plus dur. Les éditoriaux parlaient d'une soumission inacceptable. Et les conseillers militaires agitaient le spectre d'une instabilité régionale et incontrôlable. Les chancelleries occidentales multipliaient les pressions économiques, espérant étrangler financièrement le régime, mais chaque sanction ne faisait qu'alimenter la détermination populaire, car pendant 6 items, de nouveaux acteurs entraient en scène. Moscou, flairant l'opportunité, envoya des émissaires promettant assistance militaire et transfert de technologie. Pékin, place discrète mais non moins stratégique, proposait des partenariats dans les infrastructures et l'énergie solaire, voyant au Sahel un laboratoire d'influence. Même Ankara et Téhéran se mirent à tendre la main, séduits par l'image d'un Burkina rebelle défendant sa dignité face à l'Occident. La tension culmina lorsqu'une résolution fut discutée au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis et la France exigeaient une condamnation ferme du régime populiste et dangereux de Ouagadougou. Mais la Russie et la Chine opposeront leur veto, transformant la salle en champ de bataille verbale. Pour la première fois, le nom de Traoré résonnait dans toutes les langues, comme un corps déclencheur d'alliances et de fractures. À Ouagadougou, le jeune capitaine suivait toute cela d'un œil attentif. Devant ses conseillers, il déclara d'une voix ferme qu'ils s'affrontent à New York ou à Paris, peu importe. L'essentiel est ici, notre peuple est debout, et désormais, chaque attaque contre le Burkina Faso est une attaque contre l'Afrique entière. Ces mots circuleront aussitôt sur les réseaux sociaux, repris comme un mantra par des millions de jeunes à Dakar, Bamako, Kinshasa ou même Johannesburg. Le Burkina, minuscule sur la carte, devenait gigantesque dans l'imaginaire collectif,
car ces bras de fer diplomatiques ne concernaient plus seulement le destin d'un président, mais celui d'un continent entier en quête de son deuxième indépendance. Dans les nuits étouffantes de Ouagadougou, quand la chaleur du jour laissait place à un silence trompeur, un autre combat se jouait, loin des caméras et des foules, on l'appelait le coup invisible, ni char ni uniforme cette fois, mais des hommes en costume sombre, des valises d'argent, des téléphones scriptés. Les services de renseignement burkinabés avaient intercepté des messages troublants. Une opération discrète, financée de l'extérieur, visant à briser l'élan du capitaine, des noms de généraux à la retraite circulant, prêts à sauver la démocratie en échange de promesses venues d'ailleurs. Dans certaines ambassades, les réunions s'allongeaient tard dans la nuit. On y parlait d'éliminer le problème Traoré, avant qu'il ne devienne irréversible. Un soir, alors qu'il rentrait d'une rencontre avec des jeunes leaders étudiants, Traoré récoute un avertissement anonyme. Ils viendront par les ombres, passent par la rue, méfie-toi de ceux qui sourient trop. Le capitaine, loin de céder à la peur, convoqua aussitôt son cercle rapproche. Autour de la table, il déclara d'une voix glaciale: ils croient que nous sommes naïfs, mais le Burkina n'est plus une proie, nous sommes la meute. Les jours suivants, les rumeurs enflaillant, on parlait d'un commando entraîné à l'étranger, on filtre par les frontières poreuses, des agences doubles, paysans dollars se glissant dans l'armée, même au sein du palais présidentiel. Les regards se faisaient méfiance, chaque silence devenait suspect. Puis survint la nuit du 14 août, à 2 heures du matin, une coupure d'électricité plongeait la capitale dans le noir total. Quelques minutes plus tard, une série d'explosions retentit près de la caserne centrale. Les réseaux sociaux s'embraseront. C'est un coup d'État, criant certains. Mais quand la poussière retomba, les assaillants étant déjà encerclés, le plan avait été éventé. Traoré, apparaissant à la télévision à l'aube, s'adressa directement au peuple. Ils ont essayé dans l'ombre séquelles innocentes, plus faire un visage découvert. Mais sachez-le, tant que vous serez debout, aucun coup invisible ne pourra vaincre notre volonté. Ces ismos feront l'effet d'un tonnerre. Les rues s'empliront encore une fois de chance, mais cette fois avec une intensité nouvelle, la conviction que le Burkina Faso était désormais une forteresse imprenable, un symbole qu'on ne pouvait plus abattre. Car le coup invisible avait échoué, mais il avait révélé une vérité terrible. La bataille pour l'avenir de l'Afrique ne se jouerait pas seulement sur les places publiques, mais dans les recoins les plus sombres du pouvoir mondial. Le Burkina Faso n'était plus seul. L'échec des discours de Traoré et l'échec du coup invisible avaient traversé les frontières comme une onde de choc. Du Mali au Niger, du Tchad au Ghana, des voix s'élevaient, répétant les mêmes mots: souveraineté, dignité, panafricanisme. Ce n'était plus seulement une lutte nationale, mais une éveil continentale. À Bamako, des milliers de jeunes brandissaient le portrait du capitaine burkinabé aux côtés de celui de Sankara, comme pour lier 2 générations dans une même flamme révolutionnaire. À Niamey, les slogans foussaillants: aujourd'hui Traoré, demain nous. Même à Dakar et à Abidjan, où l'influence occidentale restait forte, des étudiants se réunissaient en secret, discutant d'un futur où l'Afrique choisirait enfin son destin sans chaînes invisibles. Les chancelleries occidentales, surprises par cette contagion politique, parlaient d'un effet domino. Certains analystes l'appelaient déjà le printemps africain souverainiste. Mais pour les peuples concernés, il ne s'agissait pas de mode ni de simple contestation, c'était un réveil brutal, une soif de liberté jamais assouvie. Traoré, conscient du poids de ces moments, prononce un discours historique devant une foule immense à Ouagadougou. Les images furent retransmises clandestinement à travers le continent. Sa voix résonna comme un serment. L'Afrique n'est pas née pour être la périphérie de notre monde. Nous ne sommes pas des colonies éternelles. Nous sommes le cœur battant de l'avenir, et nous nous lèverons ensemble. Ces paroles déclencheront un tonnerre d'applaudissements. Dans la foule, certains pleuraient, d'autres levaient le poing au ciel, les chants traditionnels se mêlant aux slogans modernes. Ces jours-là, Ouagadougou ressemblait à une capitale mondiale de la résistance.
mais cet événement n'est pas sans danger. Déjà, des menaces se profilant, sanctions économiques, campagnes médiatiques, infiltrations, les puissances inquiètes redoublant d'efforts pour briser cet élan. Pourtant, quelque chose avait changé de manière irréversible. Une génération entière refusait désormais de plier. L'Afrique, longtemps décrite comme un continent endormi, venait de se révéler avec une intensité que personne n'avait prévue. Et au centre de cette tempête, un jeune capitaine de 36 ans, Ibrahim Traoré, devenait malgré lui le symbole d'une ère nouvelle. Le monde retenait son souffle, car si ces rebelles se consolidaient, il ne bouleverserait pas seulement le destin d'un pays, mais l'équilibre même des puissances mondiales. Si il n'est que le début, l'histoire que vous venez d'entendre n'est pas une fiction, c'est un combat encore, un combat pour la souveraineté et pour l'avenir de l'Afrique. Si vous croyez que cette vérité doit franchir les frontières, alors c'est à vous d'agir. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites entendre la voix d'un continent qui s'élève. Ensemble, faisons en sorte que personne ne puisse étouffer ces réveils africains. Le monde nous observe, mais c'est à nous d'écrire la suite.